Mais pour le coup, Kittel, depuis son arrivée dans la ligue, j'adore le regarder jouer. Je suis en parfait désaccord avec les deux camarades. Mais c'est Maston Pater. Excellent. S'il continue alors qu'il est taillé comme un tuteur à géranium en plus. Et salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office, nouveau bilan et de retour du côté de la Floride, après Tampa Bay et Jacksonville. Forcément, on devait faire un dernier arrêt du côté de Miami. Et pour ce faire, forcément, qui dit Miami dit un certain membre du Front Office. Alors, il a choisi cette franchise pour le soleil, pour ses filles en maillot de bain, mais surtout pour un taux d'imposition de 0%, car il aime la thune. C'est Alex. Salut Alex, comment tu vas ? Salut Antos, salut Antoine, salut à tous. Oui, effectivement, j'aime la thune. Je vous rappelle que vous pouvez, il y a des liens en description pour nous envoyer de l'argent. Ça fera plaisir. Sur le Twitch, vous pouvez mettre votre Prime et ça nous aide. Il y a mon PayPal aussi, si jamais vous voulez par DM. Ça nous aide encore plus parce qu'il y a encore moins d'imposition. Vous voyez le PayPal comme le Miami de l'aide que vous pouvez nous apporter. Et non, sinon je déteste la ville de Miami. C'est vraiment les couleurs. Les couleurs, vraiment, c'est la vie, quoi. S'il y avait une équipe en rose, je me casse et direct, je pars sur cette équipe. Voilà, tout est dit. Donc ton amour et ton désamour de cette franchise est incroyable du coup. Il y a la couleur. Bon, il y a la couleur. Et avec nous, Antoine. Salut Antoine, comment tu vas ? Et est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas ? Yes, salut Anto, salut Alex. Ouais, écoute, Antoine, un des membres de la communauté des fans des Dolphins en France. Et d'ailleurs, je leur passe un coucou, une belle communauté. Et sur le podcast des Dolphins, la fine équipe, du coup, depuis maintenant quelques années, podcast qui ne vit plus trop en ce moment, mais peut-être qu'un jour il repartira. Et ancien joueur de football américain, à la retraite maintenant, et puis voilà, qui travaille dans le monde du sport et pas très loin de tout ce qui se passe un peu partout. C'est cool. Tu joues à quel poste ? Excuse-moi, Alex. Non, j'allais dire, Antoine, c'est la représentation du Kickers are people too. Exactement, voilà, tout à fait, bien. Qui a milité très fort. Non, écoute, j'ai commencé QB quand j'étais plus jeune, puisque j'ai connu le football américain un peu tard. Et puis ensuite, après, kicker punter, à me spécialiser un peu dans cette position, parce que c'est une des positions pour moi les plus importantes dans un match. Donc voilà. C'est parfait. On enregistre pour dire un petit peu le lendemain de la vente des billets pour le match de Madrid. Est-ce que tu as tes places pour aller voir tes Dolphins à Madrid ? Alors, écoute, j'étais dans la file d'attente. J'étais 535 millième au départ sur la liste. Je crois que c'est monté jusqu'à, il y avait des gars de la communauté, ils me disaient ils étaient 989 000 et des bananes. J'étais 680 millième moi, donc je vois très bien. Ouais. Et j'avais 3 places dans les mains, 3 places à un prix plutôt très élevé parce qu'il ne restait plus que ça de toute façon, et j'étais en train de payer comme un fou, et puis en fait paiement refusé parce que le site crash, et en fait je pense que les places étaient dans un autre panier d'un gars, donc du coup en fait c'est juste pour moi le système c'est premier qui paye, il a directement les places en fait tant que les places ne sont pas encore en vente, et finalement dans la communauté il y en a quand même pas mal qui l'ont eu, et par chance avec le travail j'y serai quand même. Donc, du coup, c'est quand même plutôt pas trop mal, mais j'aurais aimé emmener un peu de monde avec moi. Ça aurait été sympa aussi quand même. Et toi, Alex, tu as eu des places ? Non, du tout. Les collègues qui voulaient venir avec moi, ils ont vu le prix des places. On a dû réfléchir ensuite on a dû réfléchir au prix du billet d'avion plus le logement sur place. Et c'est vrai que c'est un peu plus compliqué que d'aller à Londres. Donc, moi, non, je vais voir Rams Jaguars à Londres avec des potes. Mais par contre, si jamais je retrouve des places pas trop chères et que je dois aller à Madrid pour X raisons, je vais faire d'une pierre deux coups, ça c'est certain. Ouais. Et il y a beaucoup d'invités aussi à Madrid. Je vous dis ça comme ça au passage, parce que c'est un des plus gros matchs importants, un des matchs importants du front office de la NFL en Europe cette année. Donc les places aussi étaient un peu restreintes, je pense, par rapport à ça. Ouais, avec le Bernabéu, il est beau en plus le stade. Bernabéu, première en Espagne, donc forcément. Exactement. Du gros événement. Bon, en tout cas, on le soulignera.
hein, Ticketmaster, c'est à chier, voilà. Exactement. Ah ouais, ça, je pense qu'on est unanime. Hein. L'enfer. Hein. Bon, allez. Bah écoutez, messieurs, trêve de plaisanterie et de sarcasme. On va passer tout de suite à une petite rétrospective de la saison 2024. Alors, les membres du front office, hein, on avait classé, il me semble, tu me couperas Alex si je me trompe, mais on vous avait mis 17e de ce Power ranking. Vous avez fini avec un bilan quand même de 8-9, donc presque en positif, deuxième de la FC Est. Juste derrière, un petit peu loin des Bills, néanmoins. Alex, on va commencer par toi, parce que d'habitude, c'est un regard neutre d'un membre de LFO sur la saison d'une franchise. Là, ton œil de fan, comment as-tu vécu ta saison avec tes Dolphins? Bah, comme dirait le boulanger dans Camelot, c'est de la merde. C'est voilà ce qu'on en a pensé. On a dit 17e, c'était pick 17 qu'on les attendait. Et Ouais. moi, je t'avoue, quand j'avais vu pick 17, je m'étais dit, ouais, d'accord, c'est ça. Il y avait GG, le hater, qui les avait mis super bas. Limite, il les avait mis premier pick à la draft, GG. Ce qui me fait bien rire quand je vois au final où son équipe est tombée. Et au final, on a eu le pick 13 qui est bien pire que ce que vous aviez prévu et ce que j'avais prévu, évidemment. Et en fait, quand tu regardes la saison, tu te dis que pick 13, c'est même mal payé par rapport à la saison kata qu'on a fait. Parce que quand tu regardes les victoires qu'on fait, on gagne contre les Jaguars, pick numéro 5 à la draft, les Patriots, pick numéro 4 à la draft, les Rams, alors les Rams, ils ont fait une bien meilleure saison, mais les Raiders, pick numéro 6, les Patriots, pick numéro 3, les Niners, pick numéro 11, il me semble, les Jets, pick numéro 7, et les Browns, pick numéro 2. Donc globalement, toutes les victoires qu'on a faites, à part, on va être gentil, on va parler juste des Rams qui ont fait une bonne saison, mais à part les Rams, on a perdu que contre des équipes claquées au sol. On a gagné que contre des équipes claquées au sol. Et on a même réussi à perdre contre les Titans. Donc en fait, quand tu regardes la saison, il n'y a rien qui va. Alors les Titans, il y a des circonstances atténuantes lors du match, etc. Il n'y avait pas de SUA, ça a été Tyler Huntley qui a essayé de lancer la balle. Et cette saison, elle est pour moi absolument catastrophique. Il n'y a pas grand-chose qui a été, et surtout dans une équipe où j'ai l'impression qu'on essayait d'aller gagner quelque chose cette année, peut-être pas le titre, mais au moins d'aller en playoff et gagner un match de playoff, parce qu'on n'en a pas gagné, je crois, depuis 2000, si mes souvenirs sont bons. Et donc, ce serait bien d'en gagner un au moins une fois. Et bah, toujours pas. Et on en parlera pendant l'intersaison, mais je pense que cette petite fenêtre de gagner un match en playoff, elle est en train de passer tranquillement. Et voilà, moi, ça me rassure pas trop pour la suite, même s'il y a eu un petit trade, on en a pu en parler avec les Steelers que j'ai bien aimé. Et voilà. Après, Antoine, je sais pas si tu as un avis différent, mais n'hésite pas. Non, je partage complètement ton avis. Moi, je veux même aller plus loin dans l'anecdote. On commence la saison avec Tyreek Hill qui est arrêté à 2 rues du stade, menotté devant sa voiture par un policier qui a fait du zèle, bien évidemment, mais on connaît aussi Tyreek Hill. On va pas dire que c'était le mec le plus intelligent. Et c'est son dernier bon match d'ailleurs. Hein. C'est son dernier bon match. Son dernier bon match parce qu'en plus, il se blesse en se faisant menotter et en essayant de résister. Et du coup, il s'est fait opérer de cette blessure à cette intersaison, parce que du coup, après tout le reste de la saison, il le joue blessé, avec un Mac McDaniel qui est en manque d'inspiration, parce que les gars, ils ont compris que tu mets 2 joueurs sur Tyreek Hill, t'annihiles 75% des plays globalement en attaque. Tua qui se blesse, on en a déjà parlé en long, en large et en travers, mais on sait que c'est une condition sine qua non de voir une attaque un peu faire du boulot, parce que de toute façon derrière on n'a rien du tout. Non, je te rejoins sur tous les points, Alex. Moi j'irais même encore plus loin, et on en parlera pendant l'intersaison. C'est que l'année dernière on était quand même annoncé comme candidat au titre au début de saison, sur la ligne de départ, qu'on allait prendre la division grâce à notre calendrier, que les Bills pour une fois ils allaient passer deuxième, et au final on a fait tout ce qui est saut Dolphins dans le milieu, c'est-à-dire qu'on se flingue tout seul la saison en perdant contre les Titans, alors que si on gagne contre les Titans, le bilan, on va potentiellement en playoff en plus, de manière un peu miraculeuse, mais on arrive à aller en playoff et en plus on a un tirage pas trop dégueulasse. Donc c'est vraiment une saison un peu pourrie, où je pense que quand tu es fan des Dolphins l'année dernière, tu prends plaisir sur 0 match, parce que Tyler Huntley,
Pro bowler, tout le monde disait ouais, super, le mec il est pro bowler, les gars, on a un QB pro bowler. Le gars sait pas lancer un ballon, c'est quand même assez compliqué. Il sait juste courir dans un système. Donc ouais, et je suis vraiment inquiet pour cette saison, mais même encore plus. Donc voilà, on en parlera pendant l'intersaison, mais Tu parlais du match contre les Titans sur cette année. L'année dernière, c'est pareil, hein, c'est le match qui nous flingue Ouais. aussi. L'année dernière, on est en 9-3 avant de jouer les Titans en semaine 14, on perd d'1 point. Si jamais on se gagne ce match, on arrive contre les. Enfin, au final, on finit. L'année dernière, tu en parlais, on gagnait. Enfin, candidat au titre. Et oui, hein, pourquoi pas. Après, encore une fois, quand tu regardes les défaites, tu te dis, bah en fait, non, parce que Oui. 5 des 6 défaites, c'est contre des candidats au titre en AFC. Et tu aurais pu être en 12-3 avant d'aller jouer les Ravens et les Bills. Au final, tu perds les deux, tu te fais flinguer et tu perds contre les Chiefs derrière. Mais cette capacité l'année dernière de gagner les matchs que tu dois gagner et de perdre ceux que tu dois perdre était assez forte. Et cette année, c'est sensiblement la même chose. Et bah, du coup, tu finis en 8-9, quoi. Mais un 8-9 inutile, quoi. Et complètement. Et en plus, dernier point sur la saison où tu parles de la perte contre les Titans. Merci Bradley Chubb et sa pénalité pourrie en balançant son casque juste parce qu'il avait loupé un plaquage qui fait que du coup il marque un touchdown et qu'après derrière on ne doit jamais perdre le match. Mais bon, il y a tellement de choses. Et surtout, pour moi, ce qui est vraiment symptomatique des maux des Dolphins depuis maintenant 2 ans, c'est cette capacité à avoir de la rigueur au sein de l'effectif et d'avoir arrêté d'avoir un mec qui est un peu cool sur le bord du terrain, qui discute avec les joueurs, etc., qui les invite à la pêche et tout. Et c'est pour ça qu'on avait un super coordinateur défensif qui décide de se barrer, comme par hasard l'année d'après, une équipe où tu as un head coach qui met de la rigueur à tout le monde et en fait celui qui sort du cadre, c'est terminé pour lui. Comme par hasard, ils sont champions, ils mettent des branlées à tout le monde. Donc en fait, il y a ça aussi, c'est qu'il y a beaucoup de matos, je trouve, au sein de cette équipe. Il manque juste peut-être un gros meneur d'hommes, mais on en parlera peut-être un peu plus tard, pour avoir des résultats hyper efficients, quoi. Moi, perso, je suis totalement d'accord avec toi. Mon espoir pendant cette intersaison, c'était qu'on vire tout. Et je suis très triste qu'on le fasse pas, parce que je vois pas quand on le fera, en fait. Si on le fait pas là. Prolonger en début de saison de 3 ans. Oui, non, mais ça, j'en parle même pas. Mais oui, au final, c'est peut-être ça le problème. Hein. Ouais. C'est un gros problème. C'est un très Daniel, gros il est quand même très très fade. Hein. Non, mais le problème, c'est que le GM, il s'est allié au. Il prend ses décisions en fonction de son head coach. Donc, s'il vire le head coach et que ça se passe mal, derrière, c'est lui qui dégage. Donc là, il se garde un petit levier histoire de rester plus longtemps, Chris Greer. Mais Chris Greer, je crois que c'est le GM en activité qui est là depuis le plus longtemps, qui n'a pas gagné un match de playoff. Après, on est une des équipes qui n'a pas gagné le match de playoff depuis le plus longtemps. Donc ça me paraît logique. Mais lui, il est là depuis 2016, quand même. 2016, par un titre. Pas un titre logique, mais enfin, encore. Pas une victoire, quoi. Et moi, je trouve ça dingue. Je trouve ça dingue, un GM qui est là, alors qu'on voit des GM qui dégagent au bout d'une saison pour tout et pour rien. Enfin, surtout les coachs aussi. Là, enfin, bref, je suis assez affligé. Bon, du coup, aucun motif d'espoir, messieurs? Si. Quand même. Si, non, mais il y a forcément toujours des motifs d'espoir, parce que sinon, ça ne serait pas les Dolphins, mais calendrier ultra favorable cette année. Quand tu regardes ton équipe, en fait, si tu prends le roster de l'année dernière et que tu le mets en face avec le calendrier de cette année, globalement, on a même un calendrier encore plus favorable, je pense, dans les courbes et les tendances en termes de victoires et défaites. Donc, il y a toujours des motifs d'espoir. Les 4 premiers matchs, hormis les Bills, tu peux être à 3-1 au bout de la 4e journée. Et c'est là où on va tous être là à se dire « Oh putain, cette année, ça gagne en playoff, c'est sûr. Parce que ça avance, alors qu'on aura joué, comme l'a très bien dit Alex, les Jets et puis 2 autres équipes qui sont peut-être un peu derrière en termes de puissance. Et voilà. Pour moi, le plus important cette année, c'est d'arriver à être au niveau des Bills, mais ça ne sera jamais le cas parce que même si les Bills, on a l'impression que le roster s'est affaibli en défense, on disait ça exactement pareil l'année dernière, Josh Allen, il n'avait pas de receveur numéro 2 et de receveur numéro 3 et au final, ils ont déroulé comme jamais dans toutes les situations. Donc, pour les Dolphins, le vrai problème, c'est la division qui s'est renforcée en plus dans toutes les équipes. Si on prend les motifs d'espoir par rapport déjà rien qu'à cette saison, parce qu'il y en a eu quand même, Chop Robinson, notre premier tour, c'est très réussi. Le linebacker qui était là, je trouve. Donc on a pour moi, niveau outside linebacker, on est vraiment bien entre lui, Phillips et Bradley Chubb, même si Bradley Chubb, comme tu as pu le dire, il a ses petits soucis par-ci par-là de
d'intelligence, on va dire. Zach Ziller, il a fait une bonne saison aussi en defensive end. On en a récupéré un autre à la draft, donc c'est positif. En fait, sur la défense, on a des motifs de satisfaction, même si c'est un gros souci la défense. Et en attaque, pour moi, le seul vrai point positif, c'est Devon Achane qui a prouvé qu'il était un super running back, double menace, réception, screen pass, mais c'est ce qui est très bien déjà pour un running back de pouvoir faire des screens parce que ça te permet d'avoir les receveurs qui partent plus loin. Et lui, il est très très bon là-dessus. Et sur les courses aussi, il a été bon. Donc en fait, sur la partie attaque, tu as quelque chose qui est bien. Tyreek Hill, quand il aura plus le doigt cassé, bah forcément, ça t'aidera à récupérer des ballons et ça te permettra d'avoir Jalen Waddle dans la meilleure disposition possible qui est receveur 2. Et voilà, en fait, il y a des motifs d'espoir, mais c'est pas ouf non plus, quoi. Donc, et puis, il y avait un motif d'espoir que j'aurais bien aimé garder, c'était Jonnu Smith qui est parti. Mais, Ouais. Alors ça, on aura le temps d'en parler pendant l'intersaison, je pense. Mais ouais, mais là, c'est terrible, en fait. Ce move, il est symptomatique de tout ce qui marche pas, en fait, au sein de cette franchise. ouais, il y a des trucs, ouais, effectivement. Après, oui, effectivement, quand tu regardes le truc sur les 7 dernières années, il y a plein de trucs qui vont pas dans ce move. Ouais. Et moi, je pense qu'on parle pas assez de la O-line, mais je trouve que la O-line a fait un super bond en avant, alors qu'on a quand même récupéré le coach O-line le pire de la ligue des 15 dernières années en termes de notation. Le mec arrive quand même à faire un truc un peu sympa avec une O-line où on n'a jamais trop investi dessus. On va en parler pendant l'intersaison, mais Chris Greer, il disait au début de l'intersaison, notre priorité, c'est la défense et la O-line. Donc voilà. Bon. Et après, comment dire, Anto, désolé, je prends un peu de ton rôle, mais Vas-y. Antoine, est-ce que toi, tu as un match où tu te dis, tiens, ça, c'est la saison des Dolphins? Moi, je sais lequel c'est le mien et j'en ai parlé parce que pour moi, c'est la défaite contre les Titans. Quand on a perdu contre les Titans, je me suis dit, il n'y a rien à faire de cette saison et c'est foutu. Mais est-ce que toi, tu en as un autre? Bon, moi, j'ai exactement le même match en tête parce que en fait, de A à Z, quand tu regardes ce match, tu te dis, mais c'est pas possible en fait. C'est marquer 3 points, catastrophique, pas être présent. En fait, c'était le jour et la nuit par rapport à la saison dernière ou même en fin de saison l'année dernière quand tu as été pas très en forme et que l'attaque commençait à être vraiment lisible pour certaines défenses, tu arrivais toujours à marquer entre 13 et 17 points. Et du coup, il fallait que la défense… Ce qui était rageant, c'est de se dire que la défense, elle encaissait 20 points en moyenne avec tout le matos qu'on avait, même si on a eu beaucoup de blessés sur la fin de saison et pas de profondeur. Mais pour moi, il y a ce match-là. Et puis ensuite, après, un des matchs aussi qui a été symptomatique, frustrant pour moi, c'est la victoire contre les Rams. Parce qu'en fait, je me suis dit, putain, on aurait joué comme ça dans tous les matchs. C'est-à-dire un peu comme les Steelers. C'est raccro, c'est pas beau, mais c'est pas grave, tu gagnes quand même parce qu'en fait, tout est bien orchestré, etc. Et en fait, pour moi, c'est très frustrant parce que c'est déjà trop tard, en fait. En fait, là, tu es en train de trop mettre une once d'espoir à tout le monde. Tu vas gagner San Francisco, ensuite, après, derrière, où tu te dis, ouais, on a mis une branlée à San Francisco, alors que San Francisco mettait pas un pied devant l'autre. Et en fait, tu es là comme un fan et tu te dis, ouais, c'est bon, ok, on est reparti. C'est reparti, tu vois. Donc, c'est ça, moi, que je trouve vraiment symptomatique dans cette équipe. Ouais, je pense qu'on a bien fait le tour, messieurs. On va passer du côté de la free agency. Alors, du coup, le cap avant le début de la FL au 10 mars, vous aviez 25 millions. De notre côté, dans notre board, nous avions noté les 4 recrues les plus chers qui étaient James Daniels, le garde-centre, le terrible Zach Wilson en QB, Nick Westbrook Enike, le wide receiver, et le safety Ashton Davis. Antoine, je vais te lancer en premier cette fois. Est-ce que tu as un nom que tu as été déçu soit de perdre, ou soit un nom où tu as été hypé à son arrivée à Miami? Ouais, j'ai les deux. Il y a un nom où j'étais hypé de son arrivée à Miami, c'est James Daniel en garde. Du coup, parce que pour une fois, merci, on investit sur le poste où on est les plus faibles de la ligue depuis qu'on a perdu Robert Hunt et qu'on avait un pendant avec de temps en temps Isaiah Wynn et une fois de temps en temps aussi Robert Jones quand il était vraiment à son top. Et merci, on verra plus Eichenberg à l'intérieur de cette O-line. Donc ça, c'est quand même plutôt une bonne chose. Et il a re-signé, hein, il est toujours là. Hein. Ouais, mais ça va être un peu notre Jesse Davis à nous. Tu vois, c'est le O-line. Ouais, voilà. C'est le O-line qui va être là pendant 15 ans au sein de la franchise, qui dépannera une fois de temps en temps à tous les postes parce qu'il connaît le système et que c'est un bon gars intelligent.
Mais non, honnêtement, James Daniel, je pense que c'est une vraie plus-value. En plus, on draft un garde au second tour qui était potentiellement une fin de premier tour pour certains dans les boards. Donc, on fait plutôt une belle plus-value là-dessus. Celui sur lequel je suis vraiment déçu d'avoir perdu, pour moi, c'est Jonnu Smith. Pourquoi ? Parce qu'il commençait à être dans un système qui pouvait lui convenir avec sa vitesse. Et quand on le perd, je me dis, c'est soit on prend Kyle Pitts, soit on a quelqu'un un peu dans le secteur pour aller chercher. Et en fait, on a Walou. On se retrouve avec Pharaoh Brown et Julian Hill qui fait un flag par jeu joué. Et Darren Walou aussi. Ouais, Darren Waller, mais en fait, c'est pareil. Darren Waller, le gars, il n'a pas joué depuis un an. Sa meilleure saison, c'était en 2020. Il a une vie extra-sportive qui est hyper compliquée. S'il n'est pas cadré, John Gruden, à l'époque, il lui mettait 2 mecs devant chez lui et il avait un gars qui lui parlait tous les soirs pour éviter que ça parte en vrille, tu vois. Donc, à Miami, dans le contexte de Miami qu'on connaît, il va pas dans le Colorado ou tu vois, ou à Minnesota ou à Green Bay où tu n'as rien à faire à part jouer au football. Hein. Là, il va. Je vais tenter le mec. Ouais, Et voilà, il va dans un état où il n'y a pas de taxe, c'est mieux pour le child support. Ouais, bien sûr. En plus, bien sûr. J'espère que son album de rap il va marcher quand même. Mais tu vois, pour le coup, tu vois, c'est pareil. Ce qui est top à l'intérieur de ça, et après je laisse Alex parler, mais ce qui est top à l'intérieur de ça, c'est qu'on récupère Minka Fitzpatrick. Et on pourrait se dire, putain, trop bien. Franchement, top gars et tout. Mais moi, je sais pas, parce que honnêtement, je sais pas, parce que c'est un gars qui est parti fâché de la franchise, qui était quand même drafté il n'y avait pas si longtemps que ça. 2018. Alors, le petit père, il le faisait jouer à tous les postes et du coup, c'est ça, il en avait ras le cul. Bon, ça, ok. Mais par contre, il a fait exactement la même chose à Pittsburgh et là, par contre, ça ne le dérangeait pas. Et surtout, en fait, c'est un gars qui peut demander à être tradé avant le début de la saison parce qu'en fait, voilà, il a été envoyé, il n'a rien demandé à Miami, il a encore de la valeur, tu peux potentiellement le trader alors qu'on aurait potentiellement besoin de lui. Et tu sais pas si, même si c'est un pro bowler sur les 3-4 dernières années, s'il aura vraiment envie de jouer en venant à Miami, soleil, tout va bien, etc., etc. C'est un peu le symptôme de tous les mecs qu'on est en train de récupérer, qui étaient très très bons quand ils sont partis. Et quand ils arrivent à Miami, les gars, c'est des retraités qui pensent qu'à jouer au golf, tu vois. Donc du coup, voilà, je suis un peu contrarié et je trouve qu'on fait une très mauvaise free agency. Parce que on prend Ashton Davis qui a été 2e ou 3e aux Jets avant toutes les blessures, il se retrouve premier après, ok. On prend un receveur numéro 3, Westbrook. Ouais, ok. Tu vois, on prend Lamar Bottom en tacle remplaçant, alors qu'on a 2 tacles qui sont susceptibles d'être blessés tout le temps. Donc voilà. Donc ouais, bon, je sais pas ce que tu en penses, Alex, mais je trouve qu'en fait, on s'est plus affaibli qu'on s'est renforcé pendant cette free agency et on a dépensé de l'oseille. Moi, le côté que j'aime bien, c'est qu'on se sépare de Jalen Ramsey pendant qu'il a encore de la valeur et qu'on récupère quelqu'un en échange qui est plus jeune et qui a toujours de la valeur. Pour moi, c'est un move Madden. Je prends un joueur vieux, je prends un joueur un peu moins vieux qui a 5 de overall de moins, mais je me dis que je peux le garder un peu plus longtemps et tant mieux. Dans le même temps, tu récupères un pick et un pick un peu plus haut et tu récupères surtout Minka Fitzpatrick. Donc moi, je suis très content. Je suis pas content du tout du départ de Jonnu Smith, même si, en fait, c'est pas que je suis pas content de son départ, c'est que je suis pas content de. Je pense qu'on aurait pu faire sensiblement la même chose et trader Jonnu Smith pour avoir quelque chose de mieux derrière. Ouais. J'ai l'impression que Jalen Ramsey plus aller un 5e tour aurait pu te donner Minka Fitzpatrick et de trader Jonnu Smith pour quelque chose d'autre derrière. Et je pense que ça aurait pu être pas si mal, ou de garder Jonnu Smith ne m'aurait pas dérangé non plus. Après, une fois qu'on fait ça, effectivement, tu t'attends à un peu mieux, tu t'attends. Kyle Pitts, j'y croyais pas. Moi, le joueur que j'espérais, c'était Michael Mayer des Raiders, le tight end numéro 2, qui est un jeune tight end qui a bien montré en première année avant de se faire complètement supplanter par l'ami Brock Bowers. Tu te dis, lui, il a une carrière à relancer. C'est un type de profil qu'on n'a pas. Tu regardes la tight end room, tu te dis, franchement, même aujourd'hui, si on trade pour lui, je suis pas malheureux parce que Darren Waller, j'y crois pas. Et tu as pu parler de Pharaoh Brown en 2e, c'est voilà quoi, c'est Pharaoh Brown. Même le tight end qui était là depuis longtemps, Durham Smythe, il est plus là. Donc il y a de la place.
Donc, sur ce move, ouais, un peu dommage. On perd Jevon Holland aussi, au final, pour payer sensiblement la même chose Minkah Fitzpatrick. En fait, pareil, je trouve ça dommage. Est-ce qu'on n'aurait pas pu se séparer de Jalen Ramsey un peu plus tôt pour avoir la place de garder Jevon Holland, parce que ça ne me surprendrait pas s'il ait eu envie de rester, lui, par exemple. 25 ans, 15 millions par an. Je ne sais pas exactement combien on paye Minkah Fitzpatrick, mais je ne pense pas qu'on soit si loin de ça. Et Alex, si ce n'est au-dessus. Oui, pardon. Et non, mais pour te couper, pour que tu continues sur ça, et alors attendez, excusez-moi pour les noms, ma passion des noms. Le Ifeatu Melifonwu, qu'est-ce que vous en pensez Apparemment, c'est un corner qui n'a pas beaucoup joué aux Lions la saison dernière. Donc, ouais, mais avec un certain potentiel, peut-être qu'il sur le développement sur peut-être le moyen long terme, non? Je vais te dire, moi, les mecs comme ça, je trouve ça bien parce que ça fait un nom exceptionnel dans mon équipe. Ça, tu kiffes, hein. Ouais, là, vous allez kiffer, là. Il fait à tout en prénom. Moi, je trouve ça incroyable parce que tu te dis que si le mec il joue tous les postes, tu peux dire vraiment qu'il fait tout. Et ça, voilà, c'est rien que pour ça, la narrative, elle est excellente. Mais à part ça, bon, bah voilà, tu perds. En safety, en fait, tu perds Jevon Holland et Jordan Poyer. Les deux ont joué beaucoup. Après, avec plus ou moins de succès, les deux. Encore une fois, tu redémarres tout. Il y avait quelques motifs de satisfaction et tu redémarres tout. Et Ashtyn Davis, bon voilà quoi. Moi, ça me fait un peu flipper. On a reprolongé Bradley Chubb de ce que je vois sur. On a recyclé ou reprolongé Bradley Chubb pour énormément, alors que le mec il a pas joué de la saison. Ouais, mais alors après Bradley Chubb, je pense que c'est une vraie plus-value sur la ligne. Par contre, c'est là où tu as raison, c'est que avec Chubb Robinson, Jalen Phillips qui va revenir, j'espère qu'il va arrêter de se blesser, mais malheureusement, petit père, c'est compliqué, petit père. Ouais. Ouais. Je pense que là, il est plutôt injury prone le garçon, donc et pourtant quand il est sur le terrain, Dieu sait qu'il fait du boulot. Donc, mais moi, ce que je vois à l'intérieur de ça, dans le move, et encore une fois, on parlera après toujours de la même chose, mais je vois bien Minkah Fitzpatrick est un peu comme un mentor avec un mec à côté de lui et de lui dire ok, on va tenir la baraque tous les deux cette saison, tu vois, et ça va le faire. Le problème quand tu fais ça, c'est qu'il faut que tu aies deux top corners à tes côtés. Et Storm Duck. Attention. Voilà. Attention parce que là on a Kader Kao et Storm Duck et là ça rigole plus, tu vois. Donc non. Et en fait le truc c'est qu'on n'a pas fini de signer des joueurs parce qu'on attendait le 1er juillet et que maintenant ça va se débloquer. Peut-être Rasul Douglas si ça se fait, mais si ça se fait ça se serait déjà fait. Donc je pense qu'il y a des corners qui sont encore ensuite après un peu dispo sur le marché et puis il faut un gros front seven. Bref. Honnêtement, moi, je suis vraiment partagé là-dessus. En fait, je me dis que si on fait une saison à 8-8, on aura tout perdu. On aura tout perdu parce qu'on ne se sera pas donné les moyens de repartir plus fort avec le cap l'année prochaine parce qu'on va vouloir prolonger des gars, etc. Alors que c'est la dernière année où on paye très fort plein de mecs et qu'on aurait pu faire le ménage. Assumer qu'on faisait le ménage en disant on donne de la chance un peu à nos jeunes. On évalue Tua dans des conditions où c'est à lui de driver, parce que là, on va encore le mettre dans le confort. Tyreek Hill, Waddle, des gars avec un jeu stéréotypé, etc., parce qu'il ne sait faire que ça, finalement. Mais il le fait très bien. Il le fait très bien, il n'y a pas de problème. Mais on n'a pas la défense pour la qualité de cette attaque. C'est ça que je veux dire, c'est que pour la qualité de cette attaque, jeu stéréotypé, il y a des matchs, tu vas en marquer 35, comme on l'a vu. Il y a d'autres matchs, tu vas en marquer 17. Il te faut une défense qui soit capable de ne pas encaisser plus de 17 points tous les matchs en moyenne, si tu veux, potentiellement continuer à exister dans une saison et du coup avancer. Et en fait, on sait que ce n'est pas le cas contre les gros cylindrés. Contre les Bills, je ne sais pas, ça fait combien de temps qu'on n'a pas encaissé moins de 20 points je dirais 2022. Allez, la saison 2022 ou 2021, le match en week 3 où on gagne 21-17 où il faisait 40 degrés et Josh Allen limite fait un malaise sur le dernier jeu. Donc voilà. C'est que comme ça que tu peux les battre. Ouais, voilà. Mais en fait, tu vois, là, on parle d'hypothétique, d'hypothèse, mais s'il fait 40 degrés, que Josh Allen a un coup de moins bien, etc. Tu vois. Et en fait, c'est ça, moi, qui m'inquiète à l'intérieur de toute cette off-season. Et surtout, on a reprolongé 3 ans un coach qui est un super tacticien reconnu par la Ligue, mais c'est pas du tout un meneur d'hommes. Donc, en fait, là, ça y est, il a changé. L'année dernière, il nous a fait le coup de « j'ai mis toutes les réunions à midi 24, 15h24, 13h24, 21h24, etc. » Pourquoi ? Pour expliquer, pour que tout le monde se souvienne que ça fait 24 ans qu'on n'a pas gagné un match de play-off.
Ok, bon, on n'y est même pas allé. Et du coup, cette année, il a dit, cette année, j'arrête de faire des cadeaux, j'arrête d'être cool, c'est terminé, je vais inculquer une culture où ils n'ont pas forcément l'habitude ici. Bon, du coup, Jalen Ramsey, qui attendait ça depuis 2 ans, il s'est barré complet. Et t'as aucun joueur qui te dit, ouais, c'est trop bien la culture, c'est top. T'as même un joueur qui a dit là dans une interview, tellement il est con, ouais, ça reste Miami, hein, ça changera vraiment jamais, hein, finalement. Donc voilà, tu vois. Donc quand tu mets tout ça bout à bout, bon. Et avant de passer à autre chose, deux points. Le premier point, Ryan Stonehouse en punter, moi je trouve ça vraiment pas mal. Je pense que c'est Ouais. un des meilleurs punters de la ligue et je suis assez content. Il vient de Tennessee, qui pour le coup, lui, il a toujours de l'entraînement parce qu'il a punté beaucoup la saison dernière. Donc ça, la jambe n'est pas reposée. Elle est bien et elle est prête à l'emploi. Et par contre, le départ que j'aime un peu moins, même si je trouve qu'il a été moins impactant cette saison, c'est Emmanuel Ogba. Je trouve que dans un rôle de mentor, le gars a 32 ans, je pense qu'il aurait pu continuer notamment sur Kenneth Grant, dont on va parler plus tard, et Chop Robinson, d'avoir ce rôle un peu de mentor, de joueur en extérieur de ligne. Je pense que ça aurait pas été de refus de le garder. En plus, il n'a pas signé pour vraiment très très cher. Après, effectivement, il a peut-être signé dans l'espoir de jouer, notamment aux Jaguars, mais je pense que ça aurait été pas si mal d'essayer de le garder. Après, sur le reste, c'est malheureusement, on récupère le cadavre de Alexander Mattison en running back qui va nous servir absolument à rien. Et ça, pour moi, c'est de l'argent dépensé dans le vide. Et, Tu penses Goal line. Ouais, goal line. Mais après, est-ce que c'est pas un de ceux qu'on a récupéré? Est-ce que c'est pas Si. Oli Gordon? Mais pas sur les premiers matchs. Tu sais un peu comment, tu vois, ça va Ouais, faire c'est vrai. peut-être sur les 8-9 premiers matchs, il va mettre Mattison. Après, il va forcément se blesser. Pour tous les gars qui l'auront pris en fantasy parce qu'il aura fait 2 matchs à 15 points. Et puis, du coup, Oli Gordon prendra le relais peut-être pour pas trop le cramer. Ils veulent peut-être pas faire ce qu'ils ont fait avec Devon Achane où ils l'ont envoyé jouer 40 snaps dès le 3e match à pleine balle. Et puis finalement, en fait, le gars, il n'avait pas passé le cut physique. Ça peut se tenir. Juste pour revenir à Emmanuel Ogba et après on avance, tu as raison complet. Moi aussi, je l'aurais gardé. Le problème, c'est qu'il stat tellement bien quand il joue qu'en fait, lui-même a dû se dire moi, j'ai de la valeur pour une équipe. Et même s'il ne signe pas trop cher, 5, 8 millions, un truc comme ça, c'est déjà trop en fait pour nous. Et en fait, c'est ça le sujet, c'est qu'on n'avait tellement pas de cap dans le management pour se dire tiens, allez, un mec comme ça, et on se fait un kiff, on ajoute de la profondeur à notre D-line. Il signe pour 3 millions d'euros. Ouais, mais avec bonus, je crois que ça monte jusqu'à 5. Ah, ok, d'accord. Il y a les bonus, effectivement. Okay. Et en fait, lui, il tape très souvent, tout le temps, les bonus, en fait. Ouais. Une des meilleures années chez nous, je sais pas, il fait une année quasiment à 4. Ah, mais c'était monstrueux. C'était monstrueux. Ah ouais, mais bon, je vois très bien ce que tu veux dire. Bon, et bah parfait. Je pense que vous avez bien fait le tour, messieurs. Du coup, après la free agency, on va passer du côté de la draft. Alors, pour la draft, vous avez sélectionné au premier tour Kenneth Grant, le defensive tackle de Michigan. Au round 2, Jonah Savainae, le garde d'Arizona. Ensuite, vous avez eu une petite période de creux. Vous êtes revenu au round 5 pour le defensive tackle Jordan Phillips de Maryland. Encore au round 5, Jason Marshall Jr., le cornerback de Florida. Toujours au round 5, Dante Trader Jr., le safety de Maryland. Au round 6, Oli Gordon, the second, le running back d'Oklahoma State. Au round 7, Quinn Ewers, le QB de Texas. Et encore au round 7, Zeke Biggers, le defensive tackle de Georgia Tech. Alors pour information, dans l'équipe, on a un petit duo de choc, Alexandre et PA, qui ont classé votre draft dans le tier B. Bonne draft, mais 3 petits points. Donc ils sont contents, mais ils restent peut-être un peu sur leur faim. Alex, tiens, commence. Qu'est-ce que tu en as pensé de toi, la draft des Dolphins? Je pense que le mais, il résulte du fait qu'on n'a pas de 3e tour et pas de 4e tour. Et ça fait mal, ça. Tu as 2 joueurs impactants sur les 2 premiers tours et qu'après, tu as des fléchettes envoyées quelque part, je trouve, sur le reste de la draft, en espérant que tu en aies une qui tombe sur le triple 20. On connaît les Dolphins, il y a plus de chances que ça tombe sur le 7 que sur le triple 20, malheureusement. Donc, je pense qu'il y a du positif. Moi, j'espérais dans les 5e tours, 5, 6, 7, enfin, en tout cas, surtout au 5e tour, j'espérais un autre QB, histoire que Quinn Ewers. Moi, j'espérais après, ça va faire un peu con, mais j'espérais, moi, qu'on prenne Shader Saunders à ce moment-là.
parce que de toute manière, j'ai envie que le coach se fasse virer, donc je me dis tant qu'à faire, autant foutre la pression et que ça donne Deion Sanders à un moment. Et je me dis, avec l'historique de blessure, ça aurait été pas mal. À part ça, Kenneth Grant, j'ai tous les podcasts que j'ai écoutés, qu'on a pu écouter, c'est du positif. Le podcast des Niners qui prennent Michael Williams 2 pics avant ou 1 pic avant, je sais plus, 2 pics avant sur mes souvenirs, ils disent nous on espérait Kenneth Grant, donc moi très bien, Kenneth Grant ça me va, je suis très heureux. Jonas Savaï Naea, très très bien, t'en parlais Antoine, moi j'entendais parler comme un fin de premier tour, je suis très content qu'on ait à la fois qu'on l'ait pris et surtout qu'on ait trade up pour aller le récupérer, parce que la ligne, on a fait pas mal d'erreurs sur la ligne sur les précédentes années. Donc ouais, moi je trouve ça très bien. Après sur les autres picks, je vais pas faire comme si je les connaissais tous. Oli Gordon, j'en entendais parler. Le voir tomber au 6e tour, je pense qu'il y a une raison. Quinn Ewers au 7e tour, il y a une raison aussi. Et voilà, après, est-ce qu'un Dante Trader, je me serais dit peut-être que le mec, le safety, peut être pas forcément titulaire, mais en tout cas jouer beaucoup de snaps dès la première année, et ce sera peut-être un peu moins le cas du coup, avec l'arrivée de Minkah Fitzpatrick. On attendra de voir. Je pense que c'est plus simple de juger sur les 2 premiers picks tout de suite. Après, Antoine, tu pourras nous dire si toi tu suis un peu plus le foot universitaire et si c'est le cas, ce que tu connais de certains joueurs. Mais sur les 2 premiers picks, je pense qu'on est très bien. Ouais, t'as plutôt bien résumé. Kenneth Grant, top joueur et surtout top mentalité. Vraiment, il fait penser à notre cher Christian Wilkins qu'on adorait aux Dolphins. Gars qui lâche jamais rien, qui plutôt même dans le trash talk, dans la mêlée, qui est là pour se bagarrer, qui voilà, et lui il a faim quoi. Donc ça c'est vraiment top. Je pense que ça va faire énormément de bien à Zach Sieler, parce que Zach Sieler n'a jamais été aussi bon que quand il a quelqu'un qui attire l'attention autour de lui pour ensuite justement aller le chercher. Même s'il fait une très bonne saison l'année dernière, attention, hein, je dis pas le contraire, mais du coup l'année dernière, Calais Campbell en profite très fortement, tu vois, et du coup ça, je pense que ça a fait, le mentorat aussi a fait du bien. Notre all-line de second tour, je me permettrai pas de refaire son nom parce que je l'ai pas sous les yeux et que voilà, mais en tout cas je pense qu'il sera starter jour 1 et c'est très bien. Les 4 premiers matchs, en tout cas, nous permettent de voir l'évolution. Vu comme un gars en plus avec un QI football très intelligent, qui fait le job. Et puis surtout, physiquement, il est déjà prêt. Je pense que ça aussi, ça a convaincu le board. C'est que c'est pas quelqu'un que tu as besoin de venir travailler, le faire prendre conscience que physiquement, il faut qu'il continue à bosser. Le garçon, c'est déjà un très beau bébé. Donc ça, c'est quand même top. Et une très, très grosse mobilité. Je pense que c'était ce que cherchait McDaniel de toute façon. Après, je pense qu'on fait un super coup en allant chercher Jordan Phillips en D-line, parce que c'était quelqu'un qui était attendu plutôt aux alentours du 3e tour. Parce que bonne puissance, etc. Manque un peu de technique, mais c'est quelqu'un qui va apporter de la profondeur. Là, j'ai l'impression qu'on a une D-line où on ne sait plus quoi foutre de tout le monde, parce qu'il y a tellement de noms sur les titulaires, puis de mecs qui veulent pousser, que pour une fois, on a une D-line où il va y avoir une belle rotation et on va continuer à mettre la pression sur des 3e tentatives, des 2e avec des changements de système. Donc ça, c'est quand même plutôt pas mal à l'intérieur. Et le safety aussi, c'est plutôt une bonne pioche. Oli Gordon, j'en parle pas, tu en as déjà parlé, mais c'était un top running back à la draft. Pourquoi il est descendu si bas ? C'est tout simple. La jurisprudence de tous les running backs qui se pètent et le contrat qui a complètement chuté. Donc en fait, maintenant, le running back, il a plus de valeur. Tu tapes dans une poubelle, il y en a 5 qui sortent pour le faire courir. Donc en fait, finalement, voilà, il n'y a plus besoin de prendre un nom ronflant dans ton équipe. Tu prends un comité de 5 et donc du coup, en fait, le running back, il avait moins de valeur. Mais Oli Gordon, c'est quand même une super... On a quand même un comité là qui est quand même intéressant sur le papier. Devon Etchen, Jalen White, Oli Gordon. Du coup, tu rajoutes potentiellement un Mattison qui va pouvoir un peu mentorer, mais qui jouera un peu au départ et puis ensuite après qui va s'éteindre physiquement. Et c'est culturel l'histoire des running back, parce que tu voyais il y a 15 ans que le running back c'était un des joueurs les mieux payés et les plus importants, avec des salaires qui continuent d'augmenter. Tu mettais ton enfant à faire du running back. Tout le monde a fait ça. Tu en retrouves des millions de running backs qui sont excellents et qui se sont entraînés toute leur vie pour faire ça. Donc forcément, effectivement, tu tapes dans une poubelle, tu en as 4 qui sortent. Et il y a peut-être un moment du coup où il y en aura. Et moi je me dis que dans 10 ans, 10-12 ans, il y aura peut-être la même chose avec les receveurs, moins de running back, tu en auras moins des bons et du coup le running back aura de la valeur. Complètement. Et il n'y a que cette année où le contrat de Saquon Barkley, full garantie, a remis un peu en tout cas le running back au
au centre, mais honnêtement, c'est le seul, quoi. Tu vois, quand tu vois Josh Jacobs, le contrat, quand tu vois tout ça. T'as Derrick Henry qui a pris un beau contrat aussi, mais Saquon, en fait, le problème, c'est qu'il est tellement exceptionnel que tu sais que le contrat est élevé parce que le mec est exceptionnel. C'est même pas un joueur qui est moyen. Mais le temps va tellement vite parce que, tu vois, 1 an avant, quand il arrive, tu te dis pas, en fait, il arrive parce qu'il n'a pas été payé, tu vois, parce qu'il n'a pas été payé. C'est ça, en fait, qui est assez fou. Mais je pense, voilà, honnêtement, que Oli Gordon, c'est quand même un bon choix. Et puis ensuite, après, alors, moi, je suis très fan de Quinn Ewers, pour le coup, pour 2 raisons. Il a le physique NFL, mais, parce qu'il y a un mais, sinon il ne serait pas au 7e tour. Mais j'ai jamais vu un mec se blesser autant sur des choses toutes bêtes. Tu vois, culture Dolphins, du coup. Ouais, exactement. C'est un gars qui il a pas besoin de courir pour lancer, hein. Il a le bras de Josh Allen, il a le physique de Josh Allen un peu dans la façon d'eux. Il a amené ça au Texas. Il y a 2 choses qu'on jouait contre lui cette année. 1, ils étaient attendus comme les numéros 1. Ils se blessent au bout du 2e match contre une fac toute pétée. Et du coup, ensuite, après, c'est Arch Manning qui reprend un peu le relais, etc. Et ça, c'est la 2e chose qu'a joué contre lui, c'est que Arch Manning était là. Il a été remis titulaire à un moment, mais les gens n'en avaient plus que pour Arch Manning. Et en fait, du coup, finalement, dans sa cote, elle a baissé par rapport à ça. Et puis, en plus, il ne va pas en finale. Donc, du coup, globalement, tout était réuni mais qui tombe aussi loin, c'est quand même assez fou. Je pense que c'est lié aussi avec le fait que Shedeur Sanders était attendu au premier tour et qu'il a baissé, donc du coup ça a fait baisser aussi tous les autres QB qui étaient plus ou moins autour de lui, on va dire, à l'intérieur de ça. Et puis voilà, je pense que c'est un top joueur. Et pour une fois, je pense qu'on peut avoir une bonne surprise si tu as ce blesse, d'avoir un gars qui peut potentiellement prendre le relais avec des stats pas trop déconnantes, avoir un bon jeu, ouvrir aussi quelque chose par rapport au cahier de jeu parce qu'il en a la capacité. Et il est capable de courir et de lancer à plus de 70 yards. Chose que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu. On pensait que Thompson serait capable de faire ça. Bon, merci, au revoir. Donc, du coup, voilà. Après, du coup, sans vous jeter le mauvais œil, hein, je ne vous l'espère pas, mais dans un monde, hein, forcément, tu as se blesse, hein, une énième commotion, et ça serait encore triste. Et comme tu le dis, si les sujets aux blessures, Ewers se blesse aussi, et vous vous retrouvez avec un Zach Wilson, quoi. Donc, Zach Wilson en QB3, c'est pas la pire option du monde non plus. Hein. Ah ouais, t'es quelqu'un de positif dans la vie, c'est bien. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est pas le pire QB3 de la ligue. C'est ça que je veux dire. Ah ouais, c'est pas le meilleur non plus, quoi. Oui, c'est pas le meilleur, mais d'un autre côté, tu te dis, si ton QB1 se blesse, que ton QB de rookie qui a un espoir se blesse aussi, et que tu te retrouves avec un mec qui, globalement, fait un peu de journeyman depuis des années, et qui, je pense, sur un match peut te faire l'affaire. Bon, oui, effectivement, après, voilà, quoi. Nous, si on enregistre le podcast, si la caméra se pète, que mon téléphone se pète, et que je filme avec mon ancien téléphone, c'est pas ouf, mais bon, d'un autre côté, j'ai pas d'autre option. Mais après, moi j'ai une vraie question, Anto. Zach Wilson est tradé aux Saints. Tu as le choix entre Spencer Rattler et Zach Wilson. Tu mets qui? Et tu peux aussi mettre Tyler Shaw dans la discussion. Hein. Ouais, c'est vrai. Entre les trois? Ouais. Entre Tyler Shaw, Zach Wilson et Rattler. Ouais. C'est dommage qu'il n'y ait pas la 4e je bois de l'eau de Javel. J'aurais choisi ça direct. Mais franchement, à choisir, je vais laisser parce qu'il faut croire au projet. Donc je vais faire mon... Je passe le bonjour à John. Je vais croire en notre nouveau QB, en Tyler Shaw. Et voilà, quoi. Superbe. Tu vois un peu, les blinders qu'il a, le mec, il a des œillères, il regarde devant, il regarde que devant lui. Il a vu un 2e pick fait avec un reach de dingue, parce que Quinn Ewers, s'il avait été drafté chez vous au 2e, je pense que ça fait moins scandale que si c'était Tyler Shaw. Et non, sincèrement, je pense que ça fait moins scandale, clairement, que Shaw. Mais moi, Shaw, c'est le problème, je le répète encore, et je le répéterai encore. C'est le timing pour moi qui ne va pas. Mort, mais bon. Et voilà, mais au pire, sinon, franchement, Zach Wilson, je craque mon PEL, je le paye pour pas qu'il vienne, vraiment. Non, merci. Ah, wow. Ah oui, non, merci. Non, c'est bon.
Je vais te dire un truc par contre, Antoine, moi niveau QB rookie, j'aurais beaucoup préféré, ça se dit pas trop, mais j'aurais préféré à la place de Quinn Ewers qu'on prenne Dylan Gabriel. Je suis un gros fervent de je veux un QB qui a le même profil que mon QB1. Je veux QB1 qui a le QB2 qui a le même profil que le QB1. Quand j'entends des rumeurs de trade sur Dylan Gabriel qui serait tradé parce que va bien falloir en faire quelque chose, même si il y a évidemment les rumeurs qui vont dans l'autre sens pour que la valeur augmente. Mais moi, un Dylan Gabriel, si on doit récupérer Dylan Gabriel pour quasi rien, cut Quinn Ewers, je le fais en 2 secondes. Et j'en avais parlé quand je disais les Colts auraient dû prendre Daniel Jones parce que c'est un mec qui court et je trouve que pour Richardson c'est pas mal. Là pour moi d'avoir un QB gaucher, il n'y en a pas 100 000 dans la ligue, d'avoir un QB gaucher en 2e, je trouve ça très bien. Parce que pour le coup, on parle de système qui s'adapte quand tu as un coureur et un non-coureur. Là, quand tu as un mec tu dois surveiller le côté droit ou le côté gauche en priorité, toute ta ligne, elle doit vraiment s'adapter et les automatismes changent. Et ça, je pense que c'est limite pire. Donc, moi, si on pouvait choper un QB gaucher en numéro 2, je dirais pas non. Après, j'ai aucun QB autre gaucher qui me vient en tête que Dylan Gabriel là tout de suite. Mais toi, je sais pas ce que tu en penses si tu l'as vu. Après, ça se trouve, on parle dans le vide. Non, si, c'est un super joueur qui était potentiellement choix de premier tour il y a encore 1 an et demi. Enfin, on parle de. Mais un peu comme tous les QB ces dernières années qui sont très très vite très hauts et à l'inverse. Il était numéro 1. Quinn Ewers aussi, il était premier tour il y a quelques années. Quinn Ewers, quand il arrive à Texas, fin de sa première année à Texas, il est choix top 10 pour tout le monde. C'est lui qui décide de retourner à Texas au bout de la deuxième année pour faire sa 3e année. S'il se présente à la draft au bout de sa 2e année, je pense qu'il part au premier tour, honnêtement. Ouais. Donc oui, t'as complètement raison. Le seul truc qui m'embête un peu avec Dylan Gabriel, et là où je suis un peu plus aveuglé, je vais être très, très honnête avec Quinn Ewers, c'est que c'est quelqu'un qui mentalement craque de temps en temps dans sa façon de jouer. Il est capable de faire. Là, il fait une saison incroyable à Oregon. Il marche sur l'eau, top joueur. Il sort Oregon à lui tout seul, parfois de situations un peu compliquées, etc. Et puis, tu sais pas pourquoi, pendant 1 ou 2 drives, il passe complètement à côté, mais vraiment des sauts de concentration très, très forts. Et par contre, j'adorerais avoir ce scénario-là. Je ne pense pas qu'il arrivera avec les Browns. J'adorerais parce que je pense que ça sera lui le starter des Browns au premier match de la saison. Donc, mais j'adorerais avoir ce scénario-là, de se dire, tiens, on a la possibilité de le récupérer, on envoie Quinn Ewers ou Zach Wilson, parce que Zach Wilson, ça peut être une valeur marchande aussi chez les Browns. Je pense que ce serait autre chose. Je pense que ce serait autre chose chez les Browns. Ils ont déjà 8 QB. Oui, après, tu me dirais, ce serait très Cleveland d'en prendre un autre. Oui. Exactement. Mais oui, c'est un super joueur. Il manque un peu de puissance de bras. Mais on a un QB1 qui n'a pas non plus le plus gros bras de la Terre, donc on serait capable de s'adapter, je pense. Et effectivement, il a plus ou moins les mêmes caractéristiques dans sa façon de jouer, donc oui, complètement. Bon, très bien. Alors juste pour revenir 2 petites secondes, Antoine, toi, tu as la free agency plus la draft, la off-season des Dolphins. Est-ce que tu es content? Est-ce que tu as de l'espoir? Est-ce que tu restes sur ta faim? On va parler du planning après, Antoine. Donc... Oui, on parle du planning après, bien sûr. Ouais. Non, moi je reste clairement sur ma faim. Et je crois que c'est une des premières années où je reste vraiment sur ma faim. Et je suis plutôt pessimiste pour la saison, même si on va parler du calendrier, etc. Et qu'il est plutôt favorable sur plein de choses. Et qu'à la fin du calendrier, je vous dirais, ouais, non, ça peut peut-être le faire d'ici, on peut peut-être y aller. Mais non, moi, je reste vraiment sur ma faim parce que, en fait, je trouve qu'on passe aucun palier. C'est-à-dire qu'on est en l'an 4 du projet. Les 2 premières années, ok, il fait des erreurs de coaching. On est tous là à dire, bon, putain, quand même, le mec, il nous sort des beaux trucs. 2 années où on est en 9-3, on finit à 10-5. Il y a quelque chose à faire et tout, etc. C'est top. 10-5, 10-6. Et là, vraiment, j'ai l'impression qu'on a passé 0 palier parce qu'on est pieds et poings liés avec un cap où on a tout investi pendant les 2 premières années et qu'on ne savait pas quoi foutre sur la 3e. Qu'on fait une draft qui est pas trop mal, mais comme le dit Alex, ça manque clairement de profondeur parce que et en fait, ce qui est incompréhensible, et après je laisse vraiment Alex parler, ce qui est incompréhensible, c'est que on a envoyé tous nos assets pour la draft de la saison prochaine. Donc en fait, on envoie un message qui est complètement contraire avec ce qu'on est en train de faire cette année. C'est-à-dire qu'on prend des joueurs comme Minkah Fitzpatrick, comme autres, pour se dire on renforce quand même l'équipe pour faire quelque chose.
mais on va chercher des troisième tours de 2026. On va chercher du coup potentiellement des joueurs qu'on est capable de cut sans garantie à la fin de 2025 pour 2026. En fait, on a fait tout et son contraire à l'intérieur. Et là, il y a des reporters, parce que je commence à me reconnecter au football que depuis une semaine, il y a des reporters que je vois sur les réseaux qui sont en train de dire on vit la dernière année de Tua Tagovailoa à Miami. Du coup, et potentiellement, on va le trade avant la deadline en fonction du calendrier, en fonction du record. Donc, en fait, je me dis que, et des reporters qui sont plutôt crédibles dans la communauté. Voilà. Ok. Pas des mecs qui sortent du chapeau un jour de temps en temps ou des fans qui sont tellement connus et qui ont plus d'abonnés que certains reporters là-bas qui, dès qu'ils disent un truc, tout le monde les croit, etc. Donc en fait, je suis vraiment partagé et je me dis que je suis sur ma fin et que j'espère que ça se passera bien. Mais, Alex, même question. Et du coup, tu faisais la grimace là pour Tua, pour l'info de Tua, tu l'avais ou pas? Non, je l'avais pas, mais j'ai son maillot sur le dos. Donc, je t'avoue que moi, c'est toujours les maillots qui outdated, ça m'ennuie un petit peu. Après, ça réunit mes deux passions. Moi, c'est les Dolphins et Hawaï. Donc, quoi qu'il arrive, moi, ça, tu vois, ça ira. Je serai content avec ce maillot. Mais moi, ce que j'allais dire, c'est que justement, en fait, je suis assez d'accord avec Antoine. Tu fais des moves et tu récupères des joueurs qui un peu vont faire ton équipe et tu trades des joueurs assez vieux. Tu te dis, bon, ok, il y a peut-être un truc de reconstruction, et dans le même temps, non, parce que tu prends un Darren Waller, si tu n'as pas envie d'être dans la reconstruction, tu vas chercher un tight end qui est jeune, tu gardes un Tyreek Hill qui est un cap nightmare, et en plus de ça, il n'a pas fait une bonne saison l'année dernière. Je pense que c'est la dernière année où tu peux en faire quelque chose, et j'aurais bien aimé le trader sur l'idée qu'il était blessé du doigt, et que l'année prochaine, ce sera mieux, et de le trader loin d'ici, et de récupérer des assets. Et en fait, si tu te dis que tu essayes de gagner cette saison, en fait, il te manque des receveurs, parce que tu as deux joueurs qui sont dans le même profil et après, tu n'as plus rien. Tu n'as pas de tight end. Ton QB, il est blessé tout le temps. Tu n'as pas de corner. Et en fait, dans une ligue où ça joue par la passe, tes armes, elles sont pas là. Et après, je suis brusque parce qu'effectivement, tu as Tyreek Hill et Jalen Waddle. C'est pas rien du tout. Mais Jalen Waddle, c'est vraiment plus des promesses que de la production. Il est payé super cher pour un joueur qui est un receveur 2. Tyreek, c'est bon, voilà quoi, c'est Tyreek, on va peut-être pas s'y attarder plus longtemps, pardon. Et moi, Darren Waller, j'ai beaucoup de mal et derrière, il n'y a rien. Donc, voilà, j'ai beaucoup de mal avec ce qu'on va faire cette année. J'aurais aimé qu'on casse tout. Et quand j'entends parler de Tua qui peut être tradé, ça m'ennuie parce que pour moi, quand le mec est titulaire, c'est un des meilleurs QB de la ligue. Alors certes, il a des armes pour l'aider à être l'un des meilleurs QB de la ligue, je trouve. Mais bon, c'est un QB qui fait peu d'erreurs et je pense qu'avec un système... En fait, j'aimerais bien le voir avec un autre système. Et je pense qu'il y a autre chose à faire avant de trader Tua Tagovailoa. Après, effectivement, gros contrat, joueur qui potentiellement est à une blessure de s'arrêter. Si tu peux récupérer un ou deux premiers tours, je ne suis même pas sûr que tu puisses les récupérer, mais si jamais tu peux, fonce peut-être, ok, d'accord. Pour avoir quoi derrière? Si Quinn Ewers, effectivement, il est bon, très bien, tu as un Brock Purdy-esque player, et tant mieux, tu vas le payer rien et tu vas pouvoir reconstruire ton cap sur cette base-là. Et pour moi, si tu reconstruis ton cap, il y a d'autres moves à faire, et voilà. Et en fait, tu es dans cet entre-deux, comme dit Antoine, qui est pas ouf. Et tu sais pas où tu vas. Tu as fait 8-9 l'année dernière, tu as fait 11-6 la saison d'avant. Et l'année prochaine, je pense qu'on est tous pessimistes sur la saison qui va venir. Le calendrier, il est peut-être favorable, on va le voir tout à l'heure. Mais ouais, moi, j'y crois pas trop. Ok. Bon, on va espérer pour vous que vous ayez tort, messieurs. Justement, tu nous lançais, Alex, avec le calendrier. Je crois que tu l'as. Tu as affiché. Oh, magnifique. Bon, je vais le commencer. Alors, du coup, en semaine 1, vous allez affronter les Colts. En semaine 2, les Patriots. Puis les Bills, les Jets, les Panthers, les Chargers, les Browns, les Falcons, les Ravens, les Bills, les Commanders. Vous tombez en bye week en semaine 12. C'est plutôt pas mal pour une équipe qui joue les playoffs. Du coup, on espère que ça va vous porter bonheur. Dommage pour nous, alors ça sert à rien. Ils auraient pu la donner à quelqu'un d'autre. Ah, c'est dommage. Un peu d'espoir, clair. Alex, un peu d'espoir, voyons. Oui. Ensuite, vous allez affronter les Saints, puis les Jets, les Steelers, les Bengals, les Bucks, et puis vous allez terminer avec les Patriots. Messieurs, Alex, qu'est-ce que tu en penses de ce calendrier? Tu croises la FC Nord, c'est pas cool. Tu croises la NFC Sud, c'est pas ouf, mais c'est mieux.
C'est mieux. Tu croises après avec les Colts qui ont fini aussi à la même place que toi, ça c'est pas si mal. Tu croises avec les Saints qui ont fini à la même place que toi. Non, non, pardon, pas les Saints. Tu croises avec, excusez-moi, les Chargers qui ont fini à la même place que toi. Bah, ça c'est bien moins sympa. Et les Commanders qui ont fini à la même place que toi, donc c'est pas cool. Donc globalement, sur les équipes que tu croises, t'en as 4 si tu considères les Browns dans la FC Nord qui sont vraiment pas cool, parce que les Browns c'est jamais cool à jouer. Sur la NFC Sud, tu as les Bucks, les Panthers qui sont pas cool, les Falcons, tu sais pas. Et après, il y a malheureusement Anthony, tes Saints qui sont là, donc ça, c'est le point positif. Les Colts, ça va, et les Chargers, ça va pas, quoi. Donc en fait, ta saison, elle va être compliquée. Les meilleurs matchs, c'est les matchs dans ta division qui sont les 2 contre les Jets et les 2 contre les Patriots et encore. Ouais. Bah, moi, je suis pas très très rassuré. On a beaucoup de matchs en prime time, ce qui fait qu'on a beaucoup de matchs qu'on va pouvoir ne pas regarder ou se réveiller en voyant. L'enfer. Ouais, en fait, tu vas te réveiller en ayant joué le vendredi, le vendredi 19 septembre, tu vas te réveiller avec une notification que les Bills ont gagné 53-17 contre les Dolphins. Et tu diras, ah ouais, ok, on a quand même mis 17 points. Voilà, c'est ça qui va se passer. Et enfin, moi, ce calendrier, il me fait peur comme pas possible. Les Bengals, tu les joues, mais tu les joues en semaine 16, donc c'est le moment où ils vont faire leur run pour les playoffs, ils vont être injouables. Alors que tu aurais pu les jouer en début de saison, ça aurait été mieux. Les Commanders, tu les joues à Madrid, ça va être un beau match, mais bon, tu risques de te faire flinguer à Madrid, donc c'est bien, ça va être comme dit Pitbull, Mr. 305, mais là c'est 305 partout, des défaites partout. Bon, Les Ravens aussi, c'est pas tendu. Les Ravens, c'est pas ouf. Enfin, t'as un enchaînement avant la bye, les 3 matchs avant la bye. Ça fait mal, hein. Ils sont officiellement à domicile, mais vas-y, t'en as 2 contre des équipes que tu perds à chaque fois et les Commanders à Madrid. Bon. Moi, je t'avoue, je suis pas très très serein sur cette saison qui me fait pas très très rêver. Antoine. Ouais, écoute, allez, on est positif, Alex. Moi, je suis quelqu'un de positif, malgré tout ce que je viens de dire. Je prends les 4 premiers matchs. Colts, Patriots, ça passe. Oui. Colts, voilà, Colts, Patriots, ça passe. Début de saison, on sait comment on est avec les Dolphins. Pas de blessés, tout va bien. Ça déroule tout seul. La presse est dithyrambique. Voilà, les joueurs sont pas encore trop lassés de tout ce qui s'y passe. Exactement, tu as dans la course pour être MVP, etc. Week 3, défaite. Ouais, Thursday Night Football, Josh Allen, compliqué. Jets, ensuite, et en plus, excuse-moi de te couper, c'est même pas à Miami. Tu joues les Bills en septembre, tu te dis c'est cool, et tu les joues à Buffalo. Donc ça, c'est un peu moins cool. Là, tu vois déjà tous les articles. Putain, tu vois, il va pas jouer à Buffalo dans le froid. Il y a peut-être moyen qu'on gagne. Donc, alors que, bon, ça change rien finalement au débat. Jets, ensuite, après, derrière. Bon, allez, ça passe. Jets, c'est le 4e match. Ils sont, en plus, franchement, j'ai du mal à voir où vont les Jets. Mais bon, pour le coup, faisons confiance au propriétaire qui a toujours pris des bonnes décisions ces dernières années. Et puis, du coup, derrière, Caroline, Chargers, Browns, Falcons, dans le monde idéal, tout se passe bien. Dans le monde idéal, tu es à 7-1 à la journée 9 avant de recevoir les Ravens. Ça, c'est de la hot take, ça. Voilà. Voilà. Après, quand tu reviens un peu dans un monde floridien, t'as oublié la taxe, hein. T'es parti dans un monde floridien en retirant toutes les taxes des défaites, en fait. Exactement. Exactement. Quand tu arrives dans un monde floridien, tu te dis que le premier match, ça part mal. Tu perds contre les Colts d'Anthony Richardson qui a lancé 4 interceptions et tu te dis, bon, finalement, c'est le temps que l'équipe se mette en place, t'inquiète. Drake May, il est au niveau. Tu prends une courte défaite à la maison. À la limite, tu peux peut-être le gagner. Les Bills, tu prends une vraie branlée. Les Jets, à la limite, tu gagnes. Tu prends une branlée aux Panthers. Les Chargers, ils t'écrasent parce que ça y est, maintenant, rouleau compresseur. 35 courses de moyenne par match. Et Justin Herbert qui lance 13 ballons, ça suffit. Les Browns, ils sont en feu. Et les Falcons, ils sont un peu réveillés. Bon, du coup, t'es à 2-6. C'est plus du tout le même scénario. Et il te reste Ravens, Bills et aller à Washington avec les mecs qui ont payé 300 balles leur billet pour aller voir un match. Et du coup, tu arrives à la bye week, tu n'as plus envie de regarder le football et tu es à 2-9. Donc, sachant qu'il faut voir qui va être envoyé, qui va partir à Madrid, parce que je crois que la trade deadline, elle est entre les 2 matchs. Il va y avoir des mecs qui vont partir, ils vont dire tiens, prends l'avion. Oui, on va à Madrid. Non, toi tu vas à Los Angeles. Tu es ready aux Rams. Et dans un monde où vraiment ça se passe comme ça, je peux te dire que si on est à 2-6 à la week 8,
Tyreek Hill est plus que jamais dans la trade deadline. Jalen Waddle, on va le garder parce que bon, même le contrat est quand même pas si évident que ça à gérer. Tu as Tagovailoa, la question va se poser forcément à un moment parce que à la limite, tu peux récupérer au moins un premier tour, je pense, sur la base de j'arrive bien à le vendre, il a une bonne promesse. Et puis surtout derrière, ouais, t'as quand même. Et puis dans le meilleur des mondes, McDaniel se fait virer avant d'aller à Madrid, tu vois. Donc et pour le coup, mais quand tu regardes le calendrier comme ça, roster d'il y a un an, ligne de départ, tu crois? Bah, tu te dis que week 14, week 15, potentiellement, tu es en playoff et tu peux faire tourner sur les 3 derniers matchs. Honnêtement. Je suis assez d'accord avec toi. Pour moi, en semaine 9, Tyreek Hill, il joue quoi qu'il arrive ce match-là. La question, c'est de quel côté du terrain. Ouais. Et après, sur le reste, je suis complètement d'accord. Moi, les Colts, si je peux rajouter un truc, parce que tu dis courte défaite à l'extérieur, les Colts, ce premier match, ça va être un match très émotionnel pour eux, parce que ça va être le premier match depuis le décès de leur propriétaire. Moi, je m'attends à un match où ils vont tout donner. Sur ce match-là, je pense que ça va être un match hommage, c'est chez eux. J'ai du mal à voir les Colts ne pas être à fond sur ce match-là. Les Pats, t'en parlais avec Drake May, et après t'as les Bills. En fait, t'as un monde où tu démarres en 0-3. Et 0-3, tu balances tout, probablement. Bien sûr. Et puis après, match de la peur contre les Jets en Monday Night Football chez toi. Où tu sais que tu vas pas avoir un pélo dans le stade parce que tout le monde n'a rien à branler quand c'est le Monday Night Football un lundi soir à Miami. Comment dire, où tu auras plus de fans de New York, les mecs qui ont acheté une baraque en Floride il y a 20 ans. Donc, du coup, tu vois, c'est vrai, tu as raison, tu as aussi ce scénario-là qui est pour moi très, très dangereux. En fait, tu peux t'en sortir si toutes les versions des équipes en face de toi sont moins bonnes. Par contre, si c'est ne serait-ce que le potentiel ou ce que tu t'attends d'eux, t'es foutu. Et moi, je trouve pas simple votre calendrier. Non, pour moi, il est très très dur. Et tu vois, quand tu parlais, faut les passer. Quand tu parlais de l'exemple de 2-8, de 2-6, même allez, vas-y, on va dire 2-11 ou 3-10 à la baille. Moi, c'est plus vers ça que je tourne. 3-11 à la baille, j'y crois fort. Ou allez, vas-y, on va dire 5. 3-11, non, 3-8, pardon. 3-8 à la baille, ou allez, 5-7 si tous. 5. Ouais, c'est ça, 5. 5-6, pardon, 5-6 à la baille. 5-6 à la baille, pour moi, c'est positif. Et du coup, c'est pas positif parce que le ventre mou, j'aime pas ça. On en parle souvent IGG, je préfère perdre que faire du mou, comme on va pouvoir sûrement faire cette année. Ouais. C'est tout, quoi, c'est bon. Ouais. Non, mais t'as raison. Après, statistiquement, sur les dernières années, avec McDaniel, tu perds jamais en dessous d'équipes qui ont un bilan négatif. Mais quand je dis bilan négatif, c'est sur la moyenne des dernières années. Donc là, tu peux partir du principe que Colts, Panthers, Browns, Falcons, Jets, Patriots, tu vois, tu peux aller taper. Et du coup, tu es sur un scénario à 6-2. Le match, pour moi, qui va vraiment être le match qui va faire que la saison peut basculer d'un côté ou d'un autre, où tu te dis vraiment, allez, on rend les armes, terminé. C'est le match des Chargers en Week 6. Pour moi, c'est les Browns. Ouais, ça se joue entre ces deux matchs-là. Globalement, si passé ce match-là, tu as perdu contre les Browns et après, derrière, tu as fait un mauvais début de saison, potentiellement, c'est pourri. Si tu as fait un très bon début de saison et que tu gagnes les Browns, pour moi, tu te lances après derrière et peu importe ce qui se passe en Week 9, Week 10, Week 11, tu vas kiffer. Tu as la bye. Après, derrière, tu as une équipe inexistante qui est les Saints. Tu as les Jets, tu as les Chargers. Tu as les Jets, tu as les Chargers. Tu vois, bref, tu as les Steelers, pardon. Les Bengals, tu connais pas le niveau. Ça peut être catastrophique comme ça peut être monstrueux. Et après, pour moi, tu t'ouvres un peu un truc où, avec intelligence, tu fais reposer tes joueurs si potentiellement tu es en playoff. Mais je suis complètement d'accord avec vous. Calendrier où tu passes des tunnels. Si le tunnel, tu te prends une branlée, en plus, tous tes joueurs se blessent, comme c'est un peu le cas les 2 dernières années, bon, bah, ça change complètement la saison. C'est le tunnel à la sortie de la défense. Il est long, tu sais jamais quand il s'arrête. Exactement. Que tu as payé 12 balles en plus. En plus, ouais. Oui, mais tu rigoles, mais au final, ça va être ça cette saison. Tu veux payer cher des joueurs pour faire un tunnel de défaite. C'est clair. On se souhaite pas en tout cas. Non. Bon, du coup, le nombre de victoires-défaites, vous êtes autour. Je vais calculer là, vas-y, attends. Moi, je crois que je pars sur un 7-10 là, en regardant les matchs comme ça. Wow. Tu me donnes même plus envie de regarder la saison en annonçant ça. Ouais, franchement, moi je vois 6 ou 7 aussi. Attends, toi, t'as dit quoi, Anto ? J'ai dit 7-10. Moi, je pars sur un petit 7-10. Ah ouais, moi, je suis assez d'accord. Moi, 6, 11, 7. En fait, faire à peu près la même saison en termes de bilan que ce qu'ont fait les Jets, ce qu'ont fait les Niners cette année. Vraiment, tu sais, une truc où tu te dis, ça peut le faire, et en fait, ça le fait jamais.
Ouais. Bah, moi, positif, je meurs pour les Dolphins. Je dis, 8-9. Allez. ouais, allez. Non, je dis 11-6. Et plus réaliste, quelqu'un qui est conscient de ce qui se passe à Miami, même si dès le premier match, je me dis qu'on va tout gagner. Ouais, je suis un peu comme vous. Allez, je serais même un peu plus brutal. Je dirais 5-11. 5-12 du Ah coup. oui. Ouais, 5-12, pardon. 5-12. Ouais. Ouais, parce qu'honnêtement, le scénario est des 4 premiers matchs, t'imagines, t'es à 0-3 au bout du troisième match, match de la peur contre les Jets, tu te gagnes, tu te dis bon allez on va voir. Pas oublier que les Panthers, on a beau se dire que c'est une équipe un peu faible, et big up à Franzi, mais pour le coup, Bryce Young, quand il est dans des bonnes dispositions et que le coach Canales il fait du bon job, c'est une belle équipe. Donc voilà. Et après derrière, effectivement, t'as un duo là, Chargers, Browns, et j'irai même plus loin, les Falcons, ça jouait. C'est pas si simple que ça. Hein. C'est une équipe qui te gratte tout le match, qui abandonne jamais. Si Kirk Cousins il est en forme, Michael Penix. Hein. ou Michael Penix, Ouais, c'est un gars, il peut te lancer 400 yards, mettre 5 touchdowns, rideau quoi. Ouais. Non, ça va pas être facile. Il va falloir serrer les fesses Ouais. du côté de Miami. Bon, est-ce que vous avez des choses à rajouter, messieurs, sur vos dauphins? Non, advienne que pourra. Oh là là, Alex, il fait une tête, on dirait il a envie de... Je sais pas, il a envie de faire un truc fou, il a envie de manger un steak haché, j'en sais rien. Non, quand même pas, déconne pas, je suis pas à ce niveau-là. Mais bon, tant qu'on a toujours Storm Duck dans l'effectif, je me dis qu'on a le meilleur nom de la ligue et donc, quoi qu'il arrive, tout va bien. Mais en fait, comme dit Antoine, hein, j'espère qu'il y a des moves qui vont arriver. Ouais. J'ai été un peu répétitif au niveau du tight end, mais moi, je ne serais même pas surpris que Darren Waller il fasse 2 matchs et puis il s'en va. Donc, j'aimerais bien avoir une option derrière. Et en fait, sinon, si Antoine, ton scénario Kata, il a lieu, bah, cassons tout, quoi. Ouais. Retirons les joueurs qui nous coûtent cher et qui nous apportent rien, entre guillemets. Même pour eux, tu vois, un Tyreek, je pense qu'il serait plus accompli et heureux dans une équipe qui joue le titre plutôt que nous. Et il y en a des équipes qui jouent le titre et qui ont besoin d'un receveur. Pour moi, je pensais que ça pouvait se faire dans cette intersaison et peut-être que ça se fera pendant la saison parce qu'ils n'ont pas exercé le poste. Mais un Tyreek aux Broncos, pour moi, me ferait mourir de peur sur la ligue parce que je trouve qu'il manque un type de joueur comme ça là-bas. Ils n'ont pas un receveur de dingue à côté de notre ami Courtland Sutton. Et je me dis que tu fais ça, bah, en fait, tout le monde est gagnant dans cette affaire-là. Eux, ils ont une fenêtre de tir avec un QB qui est jeune, qui est pas cher, et ils peuvent récupérer un joueur vieux sur un contrat assez court qui ne vont pas payer aussi cher que s'ils le payaient en free agency. Donc je me dis, tu vois, tu as moyen de faire quelque chose peut-être à ce niveau-là, de le trader dans une équipe qui peut avoir une fenêtre de tir, même si tu l'ouvres grâce à Tyreek. Et à part ça, ouais, essayer de reconstruire tranquillou sur ce que tu as et comme disait Antoine tout à l'heure, partir sur le cap 2026 parce que de manière 2025, tu ne gagneras pas. Surtout que 2026, la draft offensivement, elle est belle. Donc en fait, tu peux potentiellement te dire, allez, je libère tous mes assets maintenant. Si scénario catastrophe, hein, bien évidemment, on en est encore loin et puis c'est tellement Dolphins d'arriver et de faire 7-7. Allez, on y croit peut-être. Ah non, finalement, il manquait quelque chose. Donc tu peux arriver là-dessus, mais tu as quand même des beaux tight ends, tu as des QB qui vont être un peu intéressants aussi. Tu as moyen, en tout cas, faut pas louper la fenêtre quand elle va se présenter. Si tu es à 2-6 ou 2-7, juste pour sauver ta tête. Et j'espère que le premier move qu'on fera, si ce scénario catastrophe arrive, c'est de virer Chris Greer. Pas McDaniel, Chris Greer. Mais après, je pense que Chris Greer, malheureusement, s'il se vire, s'il est viré, je pense qu'il y en aura d'autres qui seront virés avec lui. Hein. Oui, bien sûr, mais please, virez-le. Tu vois, vraiment, et même si demain après le nouveau GM il dit non, moi je garde McDaniel, ok, mais tu vois, juste virez-le. Un mec qui a zéro charisme, qui a protégé son cul pendant 20 ans, tu vois, partout où il est passé, etc. Le seul truc où il a porté un peu ses couilles, si je peux dire, c'est de prendre Tua au lieu de Justin Herbert quand Flores lui avait demandé. Mais sinon, le reste, please. Allez, stop. Ouais. Chris Greer, je vais te dire un truc. Hein, quand tu tapes Chris Greer sur Google, ça te met en dessous de ça une petite description. Ouais. C'est écrit observateur sportif américain. Et je trouve que c'est une description qui est excellente. Il observe. Observateur. Et voilà, je trouve que c'est très bien résumé. Complètement.
Bon, c'est parfait. On va terminer sur cette magnifique note du coup de l'observateur de la NFL, du coup Chris Greer. Incroyable. Antoine, on te remercie. Merci à vous. Merci d'avoir participé. Moi, j'espère pour toi que tes Dolphins feront une très belle saison. Je te le souhaite moins, Alex, parce que si moi mes Saints font une mauvaise saison, tu vas être insupportable toute la saison. Je vais te dire, Anto, on joue dans la même cour. Là, avec les Titans de GG, on joue dans la même cour. Et tu vois, j'ai même envie de dire que les Patriotes de PA ne sont plus avec nous. Ah non, les Patriots, ça travaille bien. Non, les ça Patriots, travaille bien. c'est au-dessus, là. Alors que nous, on a quand même 3 franchises catastrophes. Et on pourrait rajouter les Giants de Trey aussi et les Raiders de Alex. Hein. Vraiment, on est dans ce front office des grands spécialistes de trouver des équipes cata. Et c'est bien. On aime la difficulté, c'est pour ça. Exactement. Sinon, c'est trop facile. En tout cas, Antoine, encore un grand merci. Alex, merci aussi à toi. Première fois que j'animais alors que tu étais là, donc ça fait plaisir. C'est très bien. Je t'avoue que perdre la casquette de passe-plat et prendre la casquette d'analyste en quelque sorte, même si Doug pourra dire que les compétences ne sont pas présentes dans mon côté analyste, mais ça fait plaisir quand même. Voilà. En tout cas, on s'aime au front office, ça c'est bien. On se fait toujours des belles caresses, c'est ça qui est intéressant. C'est ça. En tout cas, n'hésitez pas à nous suivre sur les divers réseaux sociaux, Twitter, X, Blue Sky, Thread, Instagram, aussi sur les plateformes, donc vos plateformes d'écoute préférées, Spotify, Deezer et Tutti Quanti, YouTube et Twitch. Twitch, les lives reviennent en force bientôt, n'est-ce pas, Alex ? Il y a GG qui veut animer une petite summer school où il veut nous faire des petits épisodes où il parle de tout et de rien comme il sait si bien le faire, et on a envie de faire des petits lives sur on va voir, il y a des petits lives qui vont sûrement arriver un peu plus chill et où on discute, donc n'hésitez pas. Ça c'est GG, c'est les vacances et il parle d'école. Non mais exactement, c'est GG toujours à contre-pied, notre ami. Exactement. Et aussi on a donc, vu qu'on est l'épisode sort vendredi, dimanche on sera avec Anto à Bondoufle pour aller regarder les Mousquetaires contre les Vienna Vikings. Voilà. On n'a pas eu nos places pour Santiago Bernabéu, mais on a nos places pour Bondoufle. C'est Roberto Bobino. Ça a son charisme aussi. Non, mais ça va être cool en plus contre une grosse équipe en face des Vikings de Vienne. Donc ça va être un gros match. C'est ça. Donc si vous êtes dans le stade et que vous voulez nous voir, il y aura GG, il y aura Anto, il y aura moi, il y aura John John French Saints. Quarter Podcast. French Quarter Podcast, il y a Guilty qui a fait l'épisode avec nous sur les Lions. Enfin, il y a un peu de monde quand même qui vient. D'autres personnes dans le Discord aussi. Donc, si vous êtes là et que vous voulez faire un petit coucou, on sera en catégorie 2 avec les pauvres. Voilà, et Guilty sera en première classe avec les riches. Exactement. Guilty, il a vendu ses Toyota et donc forcément, il peut... Il en a vendu 12 à Doug, c'est pour ça, il peut se le permettre. C'est ça. Donc voilà, si vous avez envie, n'hésitez pas, venez nous passer un petit coucou, ça nous fera plaisir. Exactement. Écoutez, je pense que c'est tout bon. En tout cas, bonne écoute, bonne journée, bonne soirée, bon week-end, bon match aussi d'avance et puis bonne attente. Là, on s'approche doucement mais sûrement des matchs de pré-saison. Alors, ça fait pas rêver, mais quand on a été sevré de matchs, ça fait toujours plaisir de revoir un petit peu de NFL quand même. Voir les troisième équipes à Canton pour le Hall of Fame Game, il y a tout le monde qui est scotché à sa télé. C'est incroyable. Écoute, c'est le match à ne pas rater en tout cas. En tout cas, bonne journée et bonne écoute à vous et vive le football.